Bonsoir et merci d'être sur scène, Yann Ferguson. Donc on va continuer un peu dans la même lancée que la table ronde précédente en se posant la question de est-ce que l'IA est un tsunami pour l'emploi. C'est un peu un sujet serpent de mer qu'on se pose régulièrement la question. Et puis il y a aussi beaucoup d'idées reçues, comme par exemple le fait que l'IA soit juste une question de gain de productivité. Et des incertitudes aussi, beaucoup. Donc on va tenter d'en éclaircir certaines avec vous. Donc je rappelle que vous êtes sociologue et que vous êtes également responsable du Labor IA qui justement s'intéresse aux conséquences de l'intelligence artificielle dans le monde professionnel. Donc déjà, voilà, on parlait déjà dès 2013, je crois, des conséquences de l'IA pour le travail. On parlait déjà de bouleversements. Qu'est-ce qui change aujourd'hui exactement? Pourquoi est-ce que aujourd'hui ce serait différent? Oui, d'abord merci pour votre invitation. En 2013, il y a ce fameux article qui vient de deux économistes d'Oxford, Frey et Osborne, qui annonce que 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10 à 20 ans. Alors c'est intéressant parce que ça fait 10 ans. Donc on est à la moitié de la prédiction. Comment ils arrivent à ce chiffre? Ils arrivent à ce chiffre en projetant ce qu'ils appellent des goulets d'étranglement à la frontière technologique. C'est un peu barbare, hein? Bottleneck to automation. Quels sont ces goulets d'étranglement? Ce sont 3 formes d'intelligence qu'ils estiment clés pour conserver son emploi face à l'automatisation avancée, face à l'IA. Alors quelles sont ces intelligences qu'on va appeler l'intelligence en 3 dimensions, c'est-à-dire la perception et la manipulation, l'intelligence créative et l'intelligence sociale. En fait, ce qu'ils vont dire, c'est que plus un emploi mobilise ces 3 formes d'intelligence, moins il est exposé à l'automatisation avancée, à l'intelligence artificielle. 10 ans plus tard, 2023, l'OCDE, et puis en plein milieu de cette vague de l'IA générative et notamment de ChatGPT, eh bien l'OCDE dit tout le contraire. L'OCDE fait un état de l'art des 10 applications qui ont le plus avancé en IA sur la période 2010-2015, c'est-à-dire avant même l'article sur les Large Language Models qui date de 2017, Attention is all you need, et va dire, sur cette période, l'IA, elle a extrêmement avancé sur les tâches cognitives de haut niveau non répétitives. C'est-à-dire d'une certaine façon, une grande partie des goulets d'étranglement que Frey et Osborne avaient énoncés. Le FMI dit la même chose au mois de janvier. Finalement, ils vont dire, les tâches sur lesquelles il y a le plus avancé ne concernent pas les tâches répétitives que, de manière un peu condescendante, on qualifiait de faible valeur ajoutée et qui se situaient dans les jobs manuels, mais aussi dans les jobs de service, les jobs intellectuels, mais d'employés, employés de bureau, fonctions administratives, fonctions de vente. Mais en fait, l'OCDE dit les 3 métiers les plus exposés à l'IA, selon notre étude, c'est dirigeants, managers et ingénieurs. Donc voilà, on a complètement renversé le scope des métiers que l'on considère comme le plus exposés à cette transformation technologique. Il y a quand même des études qui continuent de dire que les métiers les plus exposés sont aussi les métiers les moins bien payés. Je pense à une étude britannique qui a été publiée par un think tank il y a quelques jours, qui disait que justement les femmes, les personnes les moins bien payées étaient les plus touchées et les métiers à faible valeur ajoutée étaient les plus touchés. Pourquoi ces différences de chiffres? Alors c'est vrai que sur la prophétisation des emplois détruits, des emplois créés, il y a un fort impact d'une part des choix méthodologiques et d'autre part de la conviction des auteurs qu'il y a une forme de linéarité entre une performance qu'on observe en laboratoire et l'intégration dans le monde du travail. Et ça, c'est une forme de naïveté que l'on a souvent, c'est de dire waouh, on a vu un système d'IA qui a une reconnaissance, une performance en reconnaissance d'images incroyable. Donc tous les métiers qui reconnaissent des images vont être disruptés. Voilà. Mais à mesure qu'on essaie de l'intégrer dans la vraie vie, c'est le passage à l'échelle, le scaling, eh bien on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça, et notamment que l'intelligence artificielle se heurte toujours à ce fameux paradoxe de Polanyi. Le paradoxe de Polanyi, c'est quelque chose d'assez ancien, qui est, c'est pas Karl Polanyi, l'économiste, c'est son frère Michael Polanyi, qui dit « Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire ». Nous en savons plus que nous sommes capables d'en dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous demandez à quelqu'un qui a une profession, une activité, mais comment tu fais? Eh bien, comme dirait Andrew Manoff, il ne vous dit pas tout. Voilà, il vous dit pas tout. Et s'il vous dit pas tout, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il le sait. Et plus on est bon dans ce que l'on fait, moins on sait ce que l'on sait.
Et donc là-dessus, eh bien, lorsque l'IA à base de données est arrivée, et notamment à travers la conduite du véhicule autonome, on se souvient de ce fameux livre de McAfee et de Brett Johnson sur le second âge de la machine, le deuxième âge de la machine, on pensait que l'IA à base de données était en capacité d'aller chercher cet implicite. Alors, expliquer, on ne pouvait pas expliquer. Ouais, l'implicite, c'est-à-dire est capable d'aller chercher ce que l'humain ne peut pas expliquer. Et comment il va le chercher? Par les données, et non pas par des règles. Alors oui, l'IA à base de données va chercher des choses indicibles que l'humain n'explique pas lui-même. Mais il ne va pas tout chercher. Il va proposer plutôt autre chose. Il ne va pas forcément réussir à automatiser cette conscience, cette inconscience que le professionnel utilise au travail. Il va plutôt proposer un autre regard. C'est quoi cet autre regard? C'est le regard d'une technologie qui est très performante quand il y a beaucoup de données et très peu performante quand il y a très peu de données. À l'inverse, on a un travailleur humain qui est très performant quand il y a peu de données et qui n'est pas très performant quand il y a beaucoup de données. Quand il y a beaucoup de données, qu'est-ce qu'on utilise pour essayer de traiter cela? Nos biais cognitifs. Nos biais cognitifs, ils sont là pour nous économiser un travail de fond dans énormément d'informations. Par contre, quand on a peu d'informations, on est meilleur parce qu'on a une véritable compréhension du monde. On projette les situations dans le monde dans lequel on vit. Alors que l'intelligence artificielle, elle, au contraire, elle compense le fait qu'elle ne comprend rien par une très grande capacité de traitement de données. Donc en fait, on se rend compte que petit à petit, et c'est vrai aussi dans les boulots qu'on pensait faciles à automatiser, et les études, on verra si elles ont raison, mais pour l'instant, elles ont plutôt démontré qu'elles avaient tort quand elles analysaient le futur du travail sous cet angle-là. Eh bien, on se rend compte que l'enjeu de l'IA est davantage une capacité à faire coopérer ce qu'on appelle le human-machine teaming, ces deux formes d'intelligence empirique. Oui, c'est ce que vous m'expliquiez, que justement, on n'était pas dans l'automatisation pure et dure comme on pouvait l'être il y a quelques années, que c'est autre chose qui se passe en fait, même si Microsoft et les autres vendeurs d'IA continuent de vendre ces gains de performance. Parce que automatisé par la machine, c'est une très vieille promesse qu'un dirigeant il comprend très bien. Voilà. La machine, elle apporte des gages de fiabilité et surtout de prévisibilité, notamment sur le plan social. Voilà, une machine, ça n'a pas de revendication, ça ne demande pas des congés payés, ça ne demande pas un arbre de Noël, etc. Ça ne fait pas d'enfants, mais par contre, ça ne gère pas très bien l'imprévisible. L'humain, c'est un peu le contraire, il est imprévisible, mais il gère plutôt bien l'imprévisible. Mais là, ma réponse, elle n'est pas tant... elle est très empirique. Ça fait 10 ans que je suis ce sujet de l'IA au travail. J'ai observé plus de 250 cas d'usage dans 15 pays du monde, de cas d'usage réels. Et qu'est-ce que je remarque depuis 10 ans? Il y a 10 ans, on parlait beaucoup d'automatisation. Et petit à petit, on voit que la sémantique, elle est en train d'évoluer. On parle de plus en plus d'aide à la décision, d'assistants et de compagnons. Et dans tous les métiers, on remarque une transformation du vocable de l'intégration de l'IA au travail. Donc ça, c'est empirique. Alors peut-être que, on va dire, c'est qu'une étape et que l'IA, elle va évoluer. Mais ce que je remarque, c'est que l'IA qui a changé les choses en matière d'intégration de l'IA au travail, c'est l'IA générative ChatGPT. Et de quoi a besoin ChatGPT pour fonctionner? De prompt. Et qui fait le prompt? C'est nous. Donc on voit bien que l'IA qui a un taux de dissémination le plus rapide, c'est pas de l'automatisation, c'est de l'interaction avec la machine. Et l'autre différence, je trouve intéressante, c'est que les IA génératives sont des IA qui ont été adoptées d'abord par les salariés, enfin qui ne viennent pas des entreprises en fait. Souvent les salariés l'utilisent même ChatGPT de manière en cachette quoi. Donc ça c'est aussi nouveau. Vous avez tout à fait raison. Pour moi, il y avait avant 2022, mon travail, il consistait à identifier des cas d'usage dans les grands groupes le plus souvent, qui essayaient de mettre de l'IA dans les process opérationnels. C'était un projet d'innovation, c'est-à-dire qu'on ne partait pas des situations de travail en disant dans cette situation de travail, il y a un besoin d'IA. On partait de la volonté de mettre de l'IA et on regardait dans les situations de travail si c'était opportun. Et généralement, on aboutissait en fin d'expérience à un premier constat, ça marche plutôt bien. Deuxième constat, on ne va pas le déployer. 85% des cas d'usage expérimentaux n'étaient pas déployés. Et on avait des collaborateurs qui étaient plutôt partie freinante. Pourquoi? Parce qu'ils y voyaient surtout une menace pour leur autonomie. On leur disait oui, ça va vous libérer des tâches à faible valeur ajoutée, vous allez faire des choses plus intéressantes. Mais eux, ce qu'ils voyaient, c'est qu'il y avait un machin dont ils allaient devoir suivre un certain nombre de préconisations.
Donc on avait des dirigeants qui disaient « N'ayez pas peur, l'IA c'est bien, c'est beau, c'est pour vous, ça va vous libérer ». Et puis là est arrivé 2023, et en 2023, effectivement, on a eu une IA grand public, à l'origine pas dédiée à des cas d'usage professionnel, et ce sont les employés qui l'ont amené au boulot. Et c'est les dirigeants qui ont dit « Faites attention ». Donc on avait en 2022 des dirigeants qui disaient « N'ayez pas peur », et en 2023 des dirigeants qui ont dit « Faites attention ». Et en même temps, des employés qui, de manière concrète, avaient une expérience d'utilisation de l'IA et avaient un sentiment d'empowerment. Et pourquoi ils avaient ce sentiment d'empowerment? Parce qu'ils étaient les décideurs du positionnement de l'IA dans leur process de travail. C'est pas quelqu'un qui leur a dit maintenant, à la place, tu faisais comme ça avant, tu fais comme ça maintenant. C'est eux qui décidaient comment ils allaient introduire le système. Alors avec plus ou moins de bonheur. Hein, il faut le reconnaître. Hein. Des fois, très vite, ils ont dit non, c'est un gadget, ça sert à rien. Des fois, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, comme mettre les données confidentielles de l'entreprise dans une entreprise dans une techno qu'ils ne connaissaient pas. Donc tout n'est pas bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre cette trajectoire qui a amené moins de 1% des travailleurs en France à avoir une expérience consciente de travail avec l'IA, à quasiment 20%. C'est parti des pratiques réelles. Les travailleurs ont été créatifs. Ils ont imaginé des cas d'usage et ils ont eu un sentiment d'augmentation. Et je dirais que cette trajectoire, partir du travail réel, libérer les pratiques pour potentialiser le collaborateur, c'est celle qui doit anticiper l'année 2024, qui doit, inspirer les dirigeants durant l'année 2024, qui vont être tentés de remettre un peu d'ordre dans tout ça, ce qu'on peut comprendre, parce que c'était un peu la kermesse. Donc là, ça va être la fin de la récréation, mais cette fin de la récréation, elle ne doit pas se faire au détriment des capacités d'initiative et des capacités de créativité dont ont fait preuve les travailleurs en utilisant cette technologie. Oui, parce que du coup, c'est aussi comme ça qu'à l'échelle individuelle, on jauge ce qui a de la valeur ajoutée ou pas, ou non, ce qui est de l'ordre du plaisir au travail. Et ça, je trouve que c'est aussi une différence. Comme il nous reste peu de temps, je voulais quand même aborder une question importante, puisqu'on parle de tsunami pour l'emploi. C'est la question des travailleurs du clic, puisqu'on sait que pour construire ces grands modèles de langage, on a besoin d'embaucher des gens souvent très mal payés dans des pays peu développés qui étiquettent les données, trient les contenus problématiques. Et donc, est-ce que l'existence de ces travailleurs de plus en plus nombreux ne détruisent pas un peu l'illusion du grand remplacement par les robots? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la grande précarisation de l'emploi? Ça, c'est une super question, parce qu'en plus, j'ai fait une grosse montée en compétences hier soir, parce que j'étais avec Antonio Cassi, qui est le grand expert en France de ce sujet-là. Il a bien expliqué, il a dit, oui, en fait, l'IA, elle a créé beaucoup d'emplois, beaucoup plus qu'elle en a détruit. Mais il faut regarder la qualité de ces emplois et où ils sont. En fait, on voit qu'il y a énormément d'emplois qui potentiellement peuvent être détruits chez nous, mais parce que l'IA a besoin de ces petites mains, elle a besoin de ces travailleurs, et lui, il a fait des voyages dans le monde entier pour regarder où ils étaient. Il m'a raconté qu'il a passé une semaine au Madagascar, où il a vu, il est arrivé dans une espèce de cabane où il y avait des gens qui disaient « C'est nous l'IA, nous sommes l'IA. Vous croyez que vous avez une machine, mais en fait, c'est nous. » Il a même vu des gens qui voyaient les villes européennes à travers les caméras de sécurité, et c'est eux qui taguaient les images, alors même que les gendarmes de l'autre côté, eux, ils avaient l'impression qu'ils ils voyaient des trucs très automatiques, des cadres, etc. Et puis surtout, il a vu les conditions de travail épouvantables. Et il a cité les chiffres de la Banque mondiale, hein, qu'on ne peut pas accuser d'être gaucho. Hein. Il dit qu'il y a quasiment presque 500 millions d'emplois créés. Alors lui, il pense que c'est un peu moins, donc c'est énorme. Voilà. Mais ces emplois, c'est des conditions de travail désastreuses, c'est très très mal payé, c'est très très mal reconnu. Il a même identifié des endroits où on ne les paye même plus. On leur donne des haricots, du riz, et toute la journée, ils regardent des images, ils étiquettent des images pour permettre au système de s'entraîner. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que dans la conception de l'IA, et même des fois dans l'usage de l'IA, il y a des petites mains partout. Notre expérience utilisateur, c'est que ça a l'air automatique, mais en fait, il y a plein d'humains derrière. Ces humains, en plus, ne sont pas, je dirais, des personnes qui ne peuvent faire que ça. Hein, qui seraient sous-diplômés et finalement, ils trouveraient un moyen de... en fait, il a étudié leur profil. C'est des gens qui sont vachement diplômés, qui ont des super compétences, mais ils trouvent que ça comme job. Donc ça, c'est, je dirais, ce qu'on appelle le turc mécanique de l'IA. Vous connaissez cette histoire du personnage de petite taille qui faisait tourner le joueur d'échecs automatique, et les gens avaient l'impression de jouer avec un automate, et en fait il y avait un maître d'échecs. En fait, il y a beaucoup de maîtres d'échecs derrière l'IA aujourd'hui.
On nous dit qu'à un moment, c'est temporaire, mais pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter. Essayons de nous en souvenir. Merci beaucoup.